Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 27 juillet 2025, donc la fin du mois de juillet. Nous serons de retour en août pour d'autres émissions cette semaine dans Dautré. Pour le 27 juillet, plusieurs sujets. Les nouvelles ne prennent pas de vacances. On vous présente des extraits de La Pastourelle, un groupe de musique qui se produit à la chapelle des Cuthberts. Une rencontre avec Émilie Prévost-Harper au sujet d'un organisme, d'un service qui s'appelle Les Éclaireurs. Ce service est offert par le CI3S de Lanaudière. Des recettes sur le balcon, on vous présente des archives de nos recettes et cette fois-ci, ce sera des mousses au saumon. Par la suite, on parle des bois francs. Les bois francs, on ne parle pas de la région, mais d'un groupe justement originaire de cette région qui ont présenté un hommage à Beau Dommage et à Harmonium lors des mercredis en musique à Saint-Ignace de Loyola. Gare au Feu qui fait des conseils de sécurité plus précisément pour les enfants. Une rencontre avec Renaud Loranger du festival Lanaudière qui nous parle des activités du festival. Et on termine avec une chronique présentée par Théo Richer suite au décès de Ozzy Osbourne. Théo nous avait fait un récapitulatif de sa biographie. Théo est notre spécialiste en musique à CTRB. Sur ce, bonne écoute et on vous rappelle qu'à tous les jours, à compter de 18h, vous avez un bulletin de nouvelles complet qui vous est présenté sur nos ondes. Bonne écoute! Ça va.
les spots d'ombre, bien évidemment. On vient de vous faire la violette. Et puis, on poursuit avec une suite instrumentale, donc 3 heures en fait. Si vous voulez vous adonner à la danse, pas la place qui manque. Donc, allez-y gaiement. Donc, voici les amants, la suite des amants balles. Je suis en compagnie d'Émilie Prévost, c'est bien ça. Harper, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Bonjour Émilie. Bonjour. Tu permets que je dise bonjour Émilie, on va comme ça. Et tu veux travailler au social, mais dans un programme
du CI3S de la Naudière qui s'appelle les éclaireurs. Le réseau d'éclaireurs. Le réseau d'éclaireurs. Qu'est-ce que c'est le réseau d'éclaireurs? Le réseau d'éclaireurs, en fait, c'est un réseau de citoyens de la Naudière, donc l'Anaudois, l'Anaudoise, qui sont formés en premiers soins psychologiques. Donc, c'est tout citoyen qui peut être formé en premiers soins. Donc, les premiers soins, c'est un peu comme le RCR qu'on connaît au niveau physique, mais là, c'est au niveau psychologique, donc au niveau de la santé mentale. Et pourquoi que ce service-là, d'où ça provient, d'où l'idée de créer ça, ce réseau d'éclaireurs-là? En fait, c'est au niveau national. Donc, durant la COVID, en 2020, le ministre délégué aux services sociaux, Lionel Carman, a mis en place, en fait, le réseau d'éclaireurs pour soutenir, en fait, favoriser la résilience des individus et des communautés. Parce qu'on s'entend que la COVID, ça affectait beaucoup de gens. Ouais. Voilà. Donc, même post-COVID, même on est vraiment loin de la COVID, on est encore présent. Et ces gens-là ont été choisis, interpellés, ou c'était de façon volontaire? Parce que tu ne deviens pas intervenant ou aide, j'imagine, on n'a pas les qualifications, mais je veux dire, d'où le mot éclaireur, on va dire, il faut reconnaître les signes de quelqu'un qui est dans détresse psychologique, que ce soit autant du harcèlement, là, on parle de plein de choses, voilà. Mais il faut que tu sois capable de le reconnaître, que tu sois capable d'identifier ces gens-là. C'est pas toujours évident, là, souvent. Je ne veux pas dire stigmatisé, mais tu comprends ce que je veux dire? En fait, ils sont non identifiés, nos éclaireurs. Ils sont pas choisis. C'est vraiment... chaque éclaireur a voulu être formé. Donc, on peut passer par les organismes communautaires pour être formé. Donc, sinon, aussi, on a formé des employés des villes, des municipalités, sont des entreprises. Donc, c'est vraiment une diversité d'éclaireurs dans le milieu. Sur le territoire, on a 1500 éclaireurs, donc tant au nord qu'au sud. C'est surprenant, oui. C'est quand même assez surprenant cette année. Et cette formation, cette façon de fonctionner, a été bien accueillis par, comme tu me parles, des municipalités. Oui, je comprends que il y a certains organismes en aide pour personnes défavorisées, des choses comme ça, aussi avec l'itinérance, mais il faut quand même que ces personnes-là soient approchées. Il faut que vous dites, est-ce que ça te tente? Comment ça fonctionne? En fait, c'est vraiment au niveau du volontariat de vouloir être formé. Puis après ça, c'est d'avoir les outils. Donc, la formation, c'est environ 2 heures et demie pour recevoir tous les outils. Donc, on passe à travers 4 grandes étapes. Vivre et prendre soin de soi. Ensuite, la détection des signaux de détresse, l'écoute, et ensuite vers où on met en lien, donc les différentes ressources. Donc, c'est 4 étapes durant la formation. Okay. On mise beaucoup sur le vivre et prendre soin de soi parce qu'on va prendre soin de nous avant de prendre soin des autres. C'est ça que je m'en allais te dire. Prendre soin de soi, c'est la première chose que faut que tu sois capable de travailler, là, de faire tes choses. Là. Sinon, si tu n'es pas capable de prendre soin de soi, ça va être difficile de prendre soin de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Un peu comme dans l'avion, on met notre masque à oxygène à nous-mêmes avant d'essayer de le mettre aux autres. Donc, on va se prioriser, on va voir à s'auto-évaluer, voir nos propres signaux de détresse avant de voir comment on peut aider, soutenir une personne en détresse. On ne parle pas d'intervention parce que nos éclaireurs ne sont pas formés pour ça. Mais on parle de détection, d'être plus outillé, plus à l'aise pour aller vers une personne en détresse parce qu'on est tous appelés un courant de notre vie à être en contact avec une personne en détresse, que ce soit dans le cadre de notre travail, de notre vie personnelle ou même on va à l'épicerie. Hein, il y en a, un peu partout. Là, Mais c'est justement détecter les personnes en détresse. Il n'y a jamais... Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a jamais de petits problèmes, mais c'est mieux prévenir que d'intervenir avant. Tu sais, peut-être, je ne sais pas la formation que vous donnez au niveau des éclaireurs en disant, vous êtes mieux peut-être d'intervenir, de penser, de voir comment vous vous sentez par rapport à la personne que vous avez rencontrée et de donner des petits signaux. Peut-être ça ne sera rien, mais peut-être ça peut éviter aussi des événements malheureux. Là. Exact. Ben, en fait, le rôle d'éclaireur se base beaucoup sur l'écoute, le soutien, la présence. Ça peut faire une réelle différence pour une personne qui est en détresse. Après ça, c'est sûr que si la personne demeure dans un état préoccupant ou dans une situation de vulnérabilité, l'éclaireur est appelé à justement faire une mise en lien. Une mise en lien vers différentes ressources. L'éclaireur n'est pas là pour intervenir. Hein. C'est un peu, je reviens avec l'analogie du secourisme physique, hein, au RCR, ben, on n'est pas là, on met un pansement, on met un sac de glace sur la blessure, mais après ça, si on voit que ça perdure, hein, ils sont très contents en fait de pouvoir avoir
la formation, se sentir plus outillés, plus en confiance, de pouvoir accompagner mieux certaines personnes. Des fois, ils ont déjà des exemples dans leur entourage de personnes qu'ils aimeraient aider. Hein? Donc, la formation les aide à devenir peut-être plus confiants, plus outillés. Puis, c'est le fun de pouvoir aider les autres, de pouvoir être plus à l'aise. Puis la santé mentale, c'est quand même quelque chose qui est peut-être de moins en moins tabou. C'est ça, je m'en avais dit. C'est ça aussi. Donc, on passe à travers les émotions, le rôle des émotions. On n'en parle pas beaucoup dans notre cursus scolaire, les émotions. Non, tu as raison. Donc, de démystifier ça, puis de pouvoir être un peu plus à l'aise pour aller vers une personne, puis pas se dire que c'est pas notre problème. Parce que si tout le monde se dit ça, bien, cette personne-là, elle demeure en détresse, puis on la soutient pas. Est-ce qu'il y a une question d'acceptabilité, de reconnaissance que justement, tu peux avoir des signes de détresse ou des problèmes comme ça, et que maintenant, je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est accepté, c'est moins jugé au niveau de la population, ces situations-là. C'est sûr qu'on voit de plus en plus de personnes en détresse, il y a de plus en plus de diagnostics au niveau de la santé mentale. C'est sûr que nous, au niveau de la formation, la détresse n'implique pas nécessairement un diagnostic. Oui, c'est ça, oui. Hein? Donc, une personne en détresse peut être juste, elle passe à travers peut-être, par exemple, un deuil ou une situation de séparation qui peut nous amener justement dans un état de qu'on ne file pas, puis que ça perdure sur plusieurs jours, hein, parce qu'il y a comme une persistance dans la détresse. Voilà. Tu me parlais de la formation. Il doit y avoir une formation aussi d'approche, parce que même ton éclaireur, il rencontre quelqu'un, il soupçonne, ou peut-être, à force de côtoyer la personne, peut-être, il juge qu'elle aurait besoin d'aide. Puis la personne elle-même, on sent, c'est comme des aidants naturels, je te dirais. Oui. On n'a jamais besoin d'aide. Tout est beau, tout est correct, on va s'en sortir. Je pense que c'est un petit peu l'auto-jugement ou l'auto-diagnostic qu'on fait. C'est juste un passant. Les éclaireurs sont formés, justement, pour rencontrer la personne, mais il se passe quoi après? L'éclaireur t'appelle au CI3S, qui ont des références. Comment ça se passe? En fait, après la formation, les éclaireurs ont accès, en fait, à un soutien d'accompagnement. Okay. Donc, soit téléphonique, soit par courriel. Parfois, on peut se déplacer aussi pour certaines situations. Donc, on est là tant pour des organismes qui ont besoin d'accompagnement, mais aussi peut-être des éclaireurs individuels. On est là pour les soutenir. Évidemment, on n'est pas un service d'urgence, mais on les outille pour les mettre en lien vers, par exemple, l'info sociale, le 811 option 2, différentes... Je cherche le mot, clair... Je sais qu'il y a quelque chose pour les jeunes aussi. Là. Il y a tel jeune. Mais il y a comme un local, là, Air ouvert. Air ouvert, c'est ça que je cherchais, excuse-moi. Oui. Donc, ça se passe de façon anonyme. Moi, si tu me rencontres, tu es éclaireur, tu vas dire, je sens que Danielle a eu des grosses situations depuis le mois de février. Peut-être elle aurait besoin, peut-être, tu sais, là, je la sens moins heureuse, moins épanouie. Toi, tu envoies un petit message, tu dis, on va... Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? C'est quoi les ressources? En fait, l'éclaireur a le choix de s'identifier ou non comme éclaireur. Okay. Puis après ça, peut aller chercher des ressources, comme on pourrait aller chercher, par exemple, des ressources pour un proche sans devoir s'identifier. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment propre à l'éclaireur de se dire, de s'identifier ou non, là, pour recevoir, pour mettre en lien la personne. Hein, parce qu'on n'intervient pas. On fait vraiment on passe le relais. On ne peut pas dire un signalement, mais une information. Exactement, c'est ça. C'est traité de quelle façon par la suite? Parce que, tu sais, dans le fond, je te dirais, le reproche un peu qu'on fait les gens, c'est que c'est long avant d'obtenir un service ou quelque chose. Est-ce que ça l'accélère, le service, ou donc on doit passer pareil par les canaux normaux? Là, en fait, on passe par les canaux normaux. En fait, dans certaines situations de détresse, l'éclaireur est là pour soutenir la présence, l'écoute. Puis des fois, ça fait une réelle différence. C'est pas toutes les personnes qui sont en détresse qui vont nécessairement avoir besoin, par exemple, d'un suivi en santé mentale ou tout ça. Hein? Donc, c'est pas nécessairement toujours la voie vers laquelle on va tendre, surtout qu'on a quand même beaucoup d'organismes communautaires sur le territoire d'Anaudière. Donc, il y a quand même des moyens on peut référer à différents endroits. C'est pas toujours non plus le besoin. Puis certaines personnes vivent principalement de l'isolement dans la détresse. Ouais. Donc, l'éclaireur est là pour quand même répondre à ce petit besoin-là, sans porter la situation sur ses épaules, mais ça peut quand même clairement aider. Là, ouais. OK. Est-ce que vous êtes, au niveau de CI3S, êtes-vous satisfait de la présence des éclaireurs dans le sens... Est-ce que vous en voudriez plus? Et est-ce qu'à date, c'est
c'était une belle approche, c'était un beau soutien qui était offert à la population. Oui, bien en fait, on a de plus en plus d'éclaireurs là, sur le territoire. C'est sûr qu'on en veut toujours plus. Pour l'année 2025-2026, on aimerait viser davantage rejoindre les hommes. Représentent quand même juste 18 de notre bassin d'éclaireurs. On essaie aussi de rejoindre plus les entreprises. Hein? Donc, on a beaucoup d'organismes communautaires qui sont formés, là, donc tant les intervenants que les membres, même des fois les conseils d'administration, mais on recherche aussi beaucoup plus d'entreprises qui veulent être formées. C'est un peu comme dans les secouristes, exactement. Je pense que les entreprises, en fait, il y a beaucoup plus d'hommes dans les entreprises. Les hommes sont beaucoup plus au travail plutôt que, par exemple, bénévoles dans des organismes communautaires ou fréquentent des organismes communautaires. Donc, c'est sûr que quand on veut rejoindre davantage d'hommes, c'est pour ça qu'on vise un petit peu plus les entreprises dans lesquelles on a quand même des grandes entreprises dans la Naudière qui sont majoritairement composées d'hommes. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un programme qui est encore actif. Tantôt, tu disais que tu es en recrutement, tu en veux plus. Comment on peut faire pour devenir éclaireur? Comment on peut faire? En fait, sur notre site Internet du réseau d'éclaireurs du site de la Naudière, en fait, il y a un formulaire d'inscription, donc on peut directement s'inscrire. Donc, soit un citoyen qui a envie d'avoir la formation, ou sinon un organisme qui peut aussi... Une entreprise. Une entreprise, un organisme, ou même une municipalité, une ville. Donc, ça peut passer directement par là, puis on se rend compte, on regarde un peu aussi c'est quoi les besoins, hein, parce que chaque milieu a ses besoins, a ses particularités. Donc, on voit un peu aussi c'est quoi le travail, la mission, les valeurs de l'entreprise, etc. Donc, on s'adapte pour pouvoir offrir la formation aux employés. Parlant de la formation, est-ce que c'est donné à date fixe ou c'est des formations personnalisées? Tu me parlais. C'est toujours personnalisé. C'est toujours personnalisé. Ouais. Puis on se déplace dans les milieux. Donc, par exemple, on se déplace, par exemple, dans les organismes pour le donner aux membres. C'est une date qui est déterminée avec, par exemple, la direction pour tout harmoniser, tout ça. Ouais. Et c'est bien reçu par les gens quand tu reçois un certificat, tu reçois un diplôme d'éclaireur, comment ça fonctionne? Tu n'as pas une badge, je suis un éclaireur? Non, c'est ça. En fait, comme on ne veut pas nécessairement que l'éclaireur s'identifie, on n'a pas nécessairement de collant. Hein? Mais, bonjour, je suis éclaireur. Oui, exactement, parce que l'éclaireur, des fois, il peut avoir un moment qui n'est pas disponible parce que lui-même peut vivre aussi une situation de vulnérabilité dans sa vie. Donc, on ne veut pas l'imposer à dire hey, « je suis éclaireur, donc je fais un accompagnement, mais je ne suis peut-être pas disponible ». Mais pour revenir à votre question, là, un certificat de reconnaissance. Donc, on peut recevoir un certificat qui indique en fait les heures de formation. Puis, voilà. Donc, est-ce que la formation est mise à jour régulièrement ou après la première formation? Il y a comme des petits récapitulés, il y a des petits récaps où il y a des mises à jour qui sont faites et tout. En fait, on offre des rafraîchissements au cours de l'année. Donc, pour les gens qui veulent se rafraîchir de la formation, parce qu'on s'entend qu'on a commencé à former des gens en 2021. C'est ça, oui. Donc, il y a des gens que ça fait quand même longtemps qu'ils ont eu la formation. Donc, on l'offre beaucoup plus en virtuel, parce qu'évidemment, pour rejoindre l'ensemble du territoire, on l'offre en virtuel. Mais il y a aussi des organismes qui veulent un rafraîchissement. Donc, là, les ressources aussi changent, évoluent au fil des années, tout ça. Donc, dans le fond, c'est une offre de service merveilleux que vous offrez à la population. Justement, comme tu dis, qui était moins connue, puis c'est volontairement qu'on fait ça, mais aujourd'hui, on va en avoir parlé. Je pense que c'est important de connaître cette ressource-là. Puis j'imagine que les gens donnent leur bénévolat, leur chose, au gré de pas de leurs besoins, mais de leur disponibilité. C'est un petit peu ça. C'est sans engagement. Donc, c'est vraiment, on prend nos outils, on les utilise, ou sinon, on fait juste les garder pour nous, puis on peut les utiliser aussi pour nous, parce que détecter notre détresse, mais ça peut être très utile pour s'identifier. La moyenne d'âge de tes éclaireurs, c'est quoi, de 18 ans à 90 ans? Est-ce que tu le sais ou je te mets en boîte? Là, je ne veux pas te mettre en boîte. Pas de problème. En fait, on a nouvellement, en 2024-2025, on a commencé à former des jeunes de 14-17 ans. Donc, c'est sûr qu'on a comme un peu rajeuni notre moyenne. Oui, c'est ça, c'est bien. On a rajeuni notre moyenne, mais je dirais que c'est environ un plus 40-50 ans. Il faut que tu aies une expérience de vie, il faut que tu aies connu un petit peu. Il n'y a pas nécessairement de
préalable, je dirais. Il n'y a pas de préalable, en fait, à avoir la formation. C'est vraiment toute personne qui a envie d'avoir la formation, d'être plus outillée. Mais c'est sûr que, compte tenu qu'on forme beaucoup plus de bénévoles, de membres dans les organismes, mais là, on voit quand même qu'il y a une recrudescence au niveau des personnes aînées qui sont bénévoles dans les organismes. Au niveau du C3S, tu es la seule qui est appliquée à ce projet-là ou vous êtes une équipe encore là? On est une équipe de 3 personnes, donc 3 intervenantes là, sur l'ensemble du territoire. C'est pas beaucoup pour la quantité. C'est beaucoup de travail. J'imagine qu'éventuellement, ça serait bien de rajouter aussi à ce niveau-là. Oui, c'est ça. D'autres ressources, mais c'est sûr qu'on se divise les MRC. Comme par exemple, moi, je dessert la MRC Les Moulins et Montcalm. Okay. Donc, mes collègues, ils naviguent là aussi dans les autres MRC. Donc, voilà, on se déplace vraiment sur l'ensemble du territoire pour vraiment aller à la rencontre des gens pour leur offrir la formation. C'est très, très bien. Donc, on rappelle d'aller sur le site du C3S pour pouvoir s'inscrire. On peut téléphoner aussi directement quand on regarde dans les coordonnées du C3S à 759-8222, j'imagine qu'il doit avoir... oui, en fait... C'est l'hôpital, excuse-moi. Oui. C'est le numéro du C3, le numéro de la rue d'Avelterie, j'imagine que vous êtes impliqué dans ça. En fait, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 579-593-43-69. Bon, ben c'est ça qu'on va marquer. Bon, ben je te remercie beaucoup. Puis on va parler de ça fortement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Bonjour, mesdames et messieurs. Nous revoilà encore pour une recette d'été à l'émission Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Alors, Danielle a une autre recette pour nous. Oui, et c'est aujourd'hui. Maintenant, la tendance est beaucoup au tapas, aux petites bouchées. Là, tu prends un verre de vin, tu manges, puis tu n'es pas obligé que ce soit un repas vraiment, on pourrait dire conventionnel. Ça peut être gastronomique, mais moins conventionnel, dans le sens avec un entrée, plat principal. Ça, souvent, maintenant, c'est des petites bouchées que tu peux prendre sur le bord du patio avec des amis, avec des alcools. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire, c'est une petite tartinade au saumon, qui est très, très bonne. Vous la voyez, je vous dirais, assez régulièrement dans les épiceries, mais quand on essaie de la faire nous autres mêmes, c'est très facile et ça devient encore plus économique que de l'acheter en magasin. Donc, dans le fond, vous avez un fromage Philadelphia on pourrait dire que j'écrase, que je mets en crème, que je le défais un peu en crème. À ça, je vais rajouter de la mayonnaise. Donc, il va devenir un petit peu plus, on pourrait dire, onctueux. Donc, on va avoir on va tasser ça un petit peu. On va y donner un petit peu d'onctuosité. Par la suite, qu'est-ce que j'ajoute? C'est de la ciboulette. Moi, j'aime beaucoup ciboulette. Oui, c'est bon, la ciboulette. Ça donne un bon petit goût. Je vais rajouter, on va quand même l'incorporer un peu, faire un premier mélange. Et c'est sûr qu'à la longue, notre fromage en crème devient plus onctueux. Oui, plus de moton. C'est ça, exactement, il devient vraiment plus. On rajoute, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà coupé, j'ai pris un saumon fumé, là, les fameuses tranches de saumon fumé que j'ai coupé en lanière. Et c'est sûr que quand tu aimes beaucoup le saumon, ben, tu peux te permettre d'en mettre un petit peu plus, d'en mettre une quantité un petit peu plus intéressante. Je vous avoue humblement que souvent sur déjeuner le matin, je me fais ça et ça devient, sur une toast. Là, c'est nourrissant en partant. Une bonne petite toast avec ça, là, ça devient très intéressant. Comme ça. Et maintenant, pour aider un petit peu à l'onctuosité, je rajoute un petit peu de jus de limette. Et là, c'est un petit peu une recette à l'œil, ça, là. Hein? Oui. Ouais. Moi, j'assume que je suis très... vous prenez les ingrédients et vous faites les proportions que vous voulez, dépendant qu'est-ce que vous aimez. C'est ça, vos goûts personnels. Il y en a qui vont aimer plus... juste un rappel du saumon. Il y en a d'autres qui aiment plus de saumon. C'est vraiment au goût. Et la petite touche, ben, je rajoute des amandes. Ah oui, c'est spécial. Vous allez voir, ça fait vraiment un bon petit goût. Donc, vous avez le mélange qu'on peut, je m'en ai dit, laisser reposer au frigo facilement. Et c'est quand même, ça a quand même une très bonne durée de vie, là.
Est-ce que vous le mettez au frigo avant de le manger ou ça se mange? Ça pourrait se manger directement, voyez-vous, la onctuosité, mais ça se conserve très bien au frigo. Là. Moi, je le mets dans un plat ici et ça se conserve au frigo. Tenez. Puis là, tu peux le prendre, tu peux l'étendre sur, tantôt, comment je pourrais dire, un petit crouton de pain. Vous avez du crouton, vous pouvez prendre des biscottes, vous pouvez prendre plein de choses pour le... Et si vous le rendez un petit peu plus onctueux, c'est sûr qu'il peut faire trempette aussi, si vous voulez. Oui. Là, alors, à la place de la mayonnaise, peut-être j'aurais mis de la crème sûre, mettre un petit peu plus liquide, puis ça vous aurait fait une trempette excellente. On peut quasiment faire une trempette à fondu. Non, ça non, je vous dirais non, malheureusement. Non, parce que ça prendrait vraiment que ce soit une parce que vous avez déjà du saumon. Oui, c'est ça, on a déjà du saumon. Que ça, si, ça serait une petite trempette, une mousse saumon et amande à la ciboulette. Eh bien, très original. Merci beaucoup, Danielle. Bienvenue. À la prochaine. Noircir les feuilles de mes pensées. Arracher des morceaux de ma vie comme on déchire les pages d'un cahier. Au loin, je les ai laissés partir, je les ai laissés s'envoler. Dis-moi c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps. Tu sais moi j'ai plus ben le temps comme avant, plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles.
Ce soir, l'activité Les Mercredis en musique serait jamais possible sans nos partenaires. Il y a la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et il y a également Rio Tinto. Et ce soir, il nous fait un très grand plaisir d'accueillir le groupe Les Bois Francs qui vont vous chanter des chansons de Beau Dommage et de Harmonium. Je les ai vus cet hiver, j'étais vraiment emballé, j'avais le goût de le partager avec vous. Puis ben voilà, c'est ça, ils sont rendus ici. Et puis, je laisse la place aux Bois Francs et on les applaudit bien fort, tout le monde, s'il vous plaît. Bravo! Tous les bananiers, ils vont pousser pareil quand je serai parti. M'envoie chez nous, c'est l'été. Chez nous, ils ont sorti les chaises sur la galerie. J'suis tanné d'entendre le bruit des vagues. Moi, j'm'en vais chez nous, j'ai le goût d'entendre crier Manon, viens souper. Attends pas que maman choque qu'à descendre. Manon, viens souper, si tu viens pas tout souper, là tu pourras t'en passer. Attends pas que maman soit tannée, pis qu'à descendre. Soir d'hiver dans le Chinatown, on s'est promené devant les vitrines. On a trouvé un magasin qui sente l'Orient. On a marché toute la soirée, tes bottes te faisaient mal aux pieds. Bonjour les amis! Je m'appelle Gare au Feu, agent spécial à la prévention des feux de forêt. Les forêts sont très importantes. Il faut les protéger et en prendre bien soin. Savez-vous que plein d'histoires et de légendes racontent que les forêts du Québec sont habitées par des centaines de créatures fantastiques? Des fées, des sirènes, des lutins, et surtout à Noël, et tout plein d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité une amie très spéciale à venir vous en parler. Je vous présente Trolline, grande gardienne des forêts. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors oui, je suis gardienne et protectrice de la forêt depuis un long moment. Et il y a très longtemps, alors que je commençais tout juste mon métier, j'ai dû faire affaire avec un lutin farceur. Il s'amusait toujours à faire des mauvais tours. Une fois, je l'ai même vu offrir un gâteau d'anniversaire au chocolat à une petite fille. Mais en réalité, c'est un gâteau à la boue et aux ongles d'orteil. Wesh! Pas très gentil. Oui. Non, hein? Non. Et ce lutin-là, il écoutait jamais les consignes et il respectait jamais les autres ni la nature. Il faisait toujours des bêtises dans mon dos. Et justement, je me suis dit que je pourrais vous montrer ce qu'il me faisait vivre. On va jouer à un jeu. Ça s'appelle 1, 2, 3 lutin. Vous pouvez jouer avec nous à la maison ou à l'école. Alors, quand je vais être de dos et que je vous vois pas, vous pouvez me faire des grimaces, chanter, bouger, tout ce que vous voulez. Mais quand je me retourne, il faut faire semblant de dormir comme si de rien n'était. Ça vous va? On essaie? Oui. OK. 1, 2, 3, lutin! Oh! 1, 2, 3 et demi, 3 dans les lutins! Ah! Quand on va le faire une dernière fois? Ah! N'avez pas... Et... 1, et 2, et 3, et lutin! Oh!
Oh, et on va se rasseoir calmement. Alors, un jour, ce lutin farceur-là s'est mis à jouer avec des allumettes. Et je l'ai bien averti. On ne joue pas avec le feu, que ce soit à l'école, dehors ou à la maison. Mais il m'écoutait jamais. Et un jour, eh bien, il faisait très chaud et sec dehors. Et il s'est mis à jouer avec des allumettes trop près d'un tas de feuilles. Il en a échappé une par accident. Et le tas d'herbe est tombé en feu. Et il a fallu appeler les pompiers forestiers de la Sopfeu pour qu'ils viennent nous aider. Mais, par chance, ils ont été là et c'était pas trop tard. Mais ça aurait pu être très dangereux. Un accident, ça arrive vite quand on n'écoute pas les consignes. Une chance, le lutin a eu une bonne réaction. Quand on voit de la boucane ou un feu, on doit directement le dire à un adulte. Mais il a échappé belle. Mais il se sentait vraiment mal. Parce qu'à cause de lui, des gens auraient pu perdre leur maison ou pire, être blessés. Alors il l'a plus jamais refait. Et savez-vous où il est aujourd'hui, ce lutin-là? Non. Il travaille avec le Père Noël. Wow! C'est peut-être lui qui montre aux autres lutins farceurs à faire des blagues, hein? Vous en avez, des lutins chez vous. Je me doutais bien. Après son départ, j'ai décidé d'inventer une chanson pour nous aider à se rappeler des consignes de sécurité. Alors là, je vais vous la faire une fois, avec les gestes. Et là, essayez de les mimer avec moi quand vous me voyez les faire, OK? Vous êtes prêts? Oui. T'es prêt, Gare-au-Feu? Oui, toujours prêt. Alors. La 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 la. Petit protecteur de la terre, prends soin des forêts feuilleuses et conifères. Avec l'aide de mes parents, voici les bons comportements. Alors, on ne joue pas avec le feu et on ne le quitte pas des yeux. On l'éteint bien avant de partir et on éloigne les brindilles. S'il y a trop de vent, on change les plans et les mégots de papa ne vont pas par terre. Et c'est comme ça qu'on prend soin de la terre. Ouh, vous êtes trop bons, bravo! Je suis vraiment fière de vous, les amis. Merci beaucoup, les protecteurs de la forêt. On se voit une prochaine fois? Au revoir! Nous sommes déjà rendus à l'avant-dernière fin de semaine, ça passe vite. Le festival, comme on dit tout le temps, il fait beau, c'est intense, mais passionnant en même temps. Peux-tu nous parler de la 4e fin de semaine? Avec grand plaisir. On a, en cette 4e fin de semaine, des grands artistes puis des gens que j'aime beaucoup. Certains ne sont jamais venus au Canada, d'autres viennent au festival pour la première fois. Et ça, je tiens beaucoup à ça, les premiers concerts de certains artistes. Soit qui sont déjà importants, soit qui sont peut-être à l'orée de leur grande carrière, on sait qu'ils vont être importants. Mais dans le cas qui nous occupe, tous ces gens-là sont déjà très importants. 25 juillet, avec les Violons du Roi, donc à l'amphithéâtre, ça c'est un incontournable des étés lanaudois. Les Violons du Roi, maintenant, plus fréquemment avec leur directeur musical, Jonathan Cohen, mais exceptionnellement cette année avec Bernard Labadie. Oui. Donc moi, ça me ramène aussi à des souvenirs d'enfance, d'adolescence, de découverte justement de la musique avec les violons, avec Bernard. Je m'abuse-tu que c'est le fondateur des violons? Ah bien, bien sûr, mais bien sûr. C'est bien raison, bon, OK. Et donc, Bernard est ici avec les violons, donc ce 25 juillet, avec une immense violoncelliste argentine qui s'appelle Sol Gabetta, qui a déjà joué au Québec, il faut le dire vite. Elle a joué au Québec quand elle était très, très, très jeune, alors que personne ne la connaissait, ça fait presque 30 ans. Dans l'intervalle, c'est devenu une des violoncellistes les plus importantes d'aujourd'hui. OK. Elle n'est plus venue en Amérique, pas seulement l'été, elle n'est plus venue en Amérique du tout depuis 2018. C'est sa première visite depuis 7 ans. Tu sais, des fois, tu me parles aussi de la mécanique de tout ça. Bien, on est toujours en contact, puis on se dit un jour on va l'avoir, un jour on va l'avoir. Puis là, d'un coup, il y a quelque chose. Il y a une vraie opportunité. Elle a la possibilité de venir, elle donne quelques concerts aux États-Unis. Puis sur le chemin du retour, bien, elle s'arrête ici pour ce concert avec les violons. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Elle va jouer 2 concertos, un de Haydn
un de Carl Philipp Emanuel Bach. OK. Le reste du programme est construit autour de Haydn et Mozart. Vraiment, ça, c'est un des concerts incontournables de l'été. Que tu es fier d'avoir. Absolument. Le lendemain, le samedi 26, un autre incontournable avec un ensemble français, cette fois-ci, l'Orchestre baroque de Versailles. Oui. Pardon, je dis n'importe quoi. L'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles. Oui, c'est ça. un Oui. orchestre Oui, ça, oui. qui joue évidemment sur instruments d'époque puis qui joue beaucoup de musique baroque, avec un contre-ténor, lui aussi argentin. C'est complètement un hasard qu'on ait ces deux grands musiciens-là argentins au même moment. Franco Fagioli, qui n'a jamais chanté au Canada, qui est vraiment donc à sa première visite au pays. C'est en exclusivité ici à la Naudière, évidemment. J'ai envie de dire évidemment. C'est pas évident, mais c'est une exclusivité à la Naudière. Franco est une des voix les plus surprenantes, les plus inhabituelles, je te dirais, de l'opéra aujourd'hui. Hein? Un contre-ténor, c'est un homme qui chante dans un registre beaucoup plus aigu. Encore plus aigu que ce qu'on est habitué, attend normalement. Mais Franco va encore plus loin, c'est-à-dire que par sa technique, par son thème de voix, par son intelligence musicale, par sa virtuosité, son chant est vraiment très proche de celui d'une mezzo-soprano. En fait. C'est très, très surprenant. C'est très inhabituel. C'est complètement passionnant pour les gens qui aiment l'opéra parce que ça ressemble à rien. C'est très impressionnant aussi quand on parle du sport, de la musique. Là. C'est très athlétique, c'est très virtuose aussi, de la manière dont la musique est écrite, tout ça. Donc là, on est vraiment dans l'opéra italien du 18e, 19e siècle, avec des grands compositeurs, Rossini, Mercadante. En fait, quelques noms aussi, quelques compositeurs qu'on connaît moins, mais qui sont des contemporains, en fait, là, qui sont tous à peu près de la même période, fin 18e, début 19e. C'est absolument passionnant comme Est-ce qu'il y a un répertoire spécifique pour lui ou c'est, je ne veux pas dire des adaptations, mais non. il va chercher du mezzo-soprano, il le fait? Tout à fait. Il le chante comme c'est écrit. Donc, il n'y a pas d'adaptation, c'est vraiment... Oui, mais est-ce que c'est un répertoire pour lui, qu'il y a un répertoire pour des ténors comme lui? Oui, bien sûr. OK, c'est dans cette optique-là je te pose la question. Sûr. Il ne va pas chercher une partition de mezzo puis qu'il va aller... Non. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est quelque chose qu'on entend moins, qu'on voit moins souvent. Exactement. C'est rarissime. Ouais, c'est impressionnant. Puis dans ce temps-là, as-tu l'impression de lancer la carrière ici au Canada? Ces gens-là viennent en ayant... je ne vais pas dire des mots recruteurs, mais tu risques d'avoir des gens qui sont dans l'assistance qui disent « Moi, j'aimerais ça possiblement qu'ils reviennent dans le cadre d'un opéra ou de quelque chose. » Je ne sais pas s'ils sont dans l'assistance nécessairement, mais c'est sûr que de les avoir ici, ça permet d'attirer l'attention sur leur travail. Puis éventuellement, d'attirer l'attention justement de nos collègues dans les orchestres, dans les maisons d'opéra, un peu partout, puis éventuellement de leur proposer des choses. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais. Puis il nous reste encore la troisième journée. Et le dimanche après-midi, j'allais dire, là, tranquillement, quand on arrive chez Yannick et l'Orchestre métropolitain, c'est parce que le festival achève. Oui. Parce que traditionnellement, ce sont à peu près les dates de Yannick et de l'OM. 27 juillet, premier concert à la Naudière de la pianiste Yuja Wang. Okay. Encore une fois, une des très, très grandes vedettes de la scène classique aujourd'hui. En 2025, on souligne un anniversaire Ravel, 150 ans de la naissance de Ravel. Et là, Yuja joue les deux concertos pour piano de Ravel, concerto pour la main gauche, concerto en sol. Et l'orchestre va jouer la deuxième symphonie de Sibelius. Avec Yannick, évidemment, c'est probablement un des incontournables de l'été. Tout à fait. 27 juillet en après-midi. Parfait. Donc, on va essayer de ne pas manquer ça, d'aller voir le phénomène de ton ténor. Fagioli. Fagioli, ça m'intrigue beaucoup. Ça me sûrement très impressionnant de venir voir. Puis, comme tu dis, des performances, c'est ça. Absolument. Puis M. Labadie qui va être là, qu'on ne voit pas souvent. Ouais. Il y a quel âge maintenant, sans indiscrétion? Les violons du roi? Bernard, écoute, je te dirais peut-être la jeune soixantaine, quelque chose comme ça. C'est ça, mais je sais que c'est lui qui a fondé. Ça fait quelques années avec On est toujours heureux de le retrouver, tout à fait. Donc, on se reparle bientôt pour la dernière fin de semaine de l'apothéose. Oui, génial. John Michael Osborne, plus connu sous le surnom de Ozzy Osbourne et Prince des Ténèbres, né le 3 décembre 1948 à Warwickshire en Angleterre,
Ozzy Osbourne est connu pour être présent en tant que chanteur dans le groupe de métal Black Sabbath, qui sont reconnus pour être des piliers de la création du heavy metal. Après le succès de Iron Man, Paranoid, War Pigs et une chauve-souris mordue, oui, une vraie chauve-souris mordue, Ozzy se fait virer du groupe à cause de ses problèmes de dépenses à la drogue et l'alcool, et un peu plus tard, Ozzy décide de recruter d'autres musiciens pour commencer une carrière solo, et dans ses membres se retrouve un guitariste légendaire du nom de Randy Rhoads, qui saura impressionner Ozzy même étant très sous, et qui sera une personne très importante pour la carrière de Ozzy. En 2020, Ozzy a été malheureusement diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, et c'est avec une grande tristesse que je vous dois d'annoncer que John Michael Osbourne nous a quittés le 22 juillet 2025 à l'âge de 76 ans. Merci pour tout, Prince des Ténèbres. On espère que tu seras heureux de revoir Randy Rhoads. Encore une fois, merci pour tout, Ozzy Osbourne. De retour à l'Ain. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir un amende. Tu dirais qu'elle porte des pinottes aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là.
Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.